Là où vous entendez un bruit, le motard entend une symphonie. Là où vous voyez un passage protégé, quand il pleut, nous voyons un danger. Et là où vous voyez une galère, nous voyons de la fierté. Juste une route? Non. Pour nous, un cadeau. Et là où vous voyez des motards, nous voyons une famille. Là où vous voyez juste un style, nous pensons protection. Et là où vous voyez un gilet airbag, nous voyons un ange gardien. Quand on est motard, c'est pour la vie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. On se retrouve aujourd'hui pour un essai au quotidien de la BMW R1250 GS. Si vous ne connaissez pas la GS, c'est probablement que vous avez passé les 40 dernières années soit en hibernation, soit en confinement dans un abri anti-atomique. La GS, c'est juste un monument de BMW. C'est son best-seller toute catégorie. Ce qu'il faut savoir, c'est que BMW, quand il a sorti la première génération de GS en 1980, la quasi-totalité de la production mondiale des trails était constituée de monocylindres. Quand le constructeur allemand a décidé de développer un châssis adapté au tout-terrain autour de son légendaire Flat Twin, cette machine a apporté à la catégorie quelque chose qui lui manquait. C'était d'abord la puissance et surtout la polyvalence, qui lui permettait d'être aussi à l'aise en tout-terrain que sur route. C'est probablement aussi pour ça que BMW a décidé de baptiser cette machine GS, Geländestrasse, tout-terrain route. On en est aujourd'hui à la 6e génération. Alors si vous êtes des fidèles du repère, vous avez probablement remarqué que la R1250 GS n'est pas réellement une nouveauté. Voilà. Elle a déjà un peu plus d'un an. Alors qu'est-ce qui motive cet essai au quotidien? Deux choses. D'abord, le passage aux normes Euro 5, impératives en 2021, et la sortie de cette édition spéciale 40e anniversaire. Premièrement, le moteur. Quand BMW a dévoilé cette machine, ils ont bien précisé que le moteur était prêt pour la norme Euro 5, mais qu'il n'était pas en conformité avec cette norme Euro 5. Sur le fond, la puissance est identique, 136 chevaux, et le couple aussi, 143 Nm. On verra à l'usage ce que ça donnera, s'il y a une différence de caractère ou quoi que ce soit, mais sur le papier en tout cas, il n'y a aucune différence notable. Autre chose, l'ABS et l'antipatinage sont désormais couplés à une centrale inertielle, ce qui veut dire que dorénavant, l'AGS prend en compte l'angle de la machine pour gérer le freinage et l'accélération. L'ordinateur de bord rajoute un nouveau mode à ceux qui étaient déjà présents, c'est un mode éco. Fondamentalement, ça se traduit par une petite barre verte tout en haut à droite de l'écran TFT qui vous indique à quel point vous souhaitez ou non sauver la planète ou économiser de l'essence, c'est au choix. Dernière petite nouveauté, l'aide au démarrage en côte, donc qui bloque automatiquement le frein passé un certain degré, est dorénavant de série sur cette machine, alors qu'avant elle était en option. Petite précision, on peut aussi l'activer manuellement quand on est à l'arrêt. Il suffit de serrer une fois la poignée de frein ou d'appuyer sur la pédale de frein pour que l'aide au démarrage, donc qui bloque les freins, s'active automatiquement. Enfin, dernière chose qui ravira tous les anciens propriétaires de GS, on notera donc la présence d'origine d'une prise USB et d'une prise 12 volts, respectivement sur le tableau de bord et quelque part par ici, si j'ai bonne mémoire, voilà, elle est là. Et voilà pour le tour des modifications du millésime 2021. Ensuite, on va se pencher sur cette édition anniversaire, au-delà de la peinture spécifique, qui reprend les codes couleurs de la R100 GS de 1988. Elle intègre les 4 packs disponible au catalogue d'options de BMW. Il y a donc le pack Connect, le pack Dynamique, le pack Enduro et le pack Touring. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qui vient avec ces packs, tout simplement parce qu'on n'aurait pas assez d'une heure pour tout expliquer. En résumé, vous avez droit aux transpondeurs sans clé, aux suspensions ESA électronique adaptative de dernière génération, ce qui veut dire que dorénavant l'hydraulique est ajustée en temps réel par rapport à l'état du bitume, alors qu'avant elle restait sur des, sur des valeurs de compression et de détente qui étaient fixes en fonction des modes. Et enfin, il y a
un éclairage spécifique, adaptatif et automatique. Allumage jour-nuit, et quand on met la moto sur l'angle, elle éclairera l'intérieur du virage. Voilà. Tout ceci a un prix. La version de base coûte aux alentours de 18 000 €. Pour celle-ci, il faudra compter un tout petit peu plus de 24 000 €. Et comme BMW, celle-ci est dotée de quelques accessoires supplémentaires qui font encore grimper la note, notamment un pack haut de gamme de pièces taillées dans l'alu, rétroviseur, frein et embrayage, un échappement à Krapovic, et c'est à peu près tout. Côté ergonomie, la GS est plutôt adaptée d'origine pour un gabarit à partir de, on va dire, 1,75 m. Si vous faites moins, personnellement je fais 1,70 m, il y a une solution. Cette machine-là, par exemple, est équipée avec l'option selle basse et également les suspensions électroniques ESA. On peut, avec les suspensions, abaisser la hauteur de selle. Pour ça, il suffit d'accéder au menu des suspensions électroniques. Et si vous accédez donc au menu des suspensions électroniques, vous faites un appui long pour sélectionner la hauteur de suspension minimum. Et là, il y a des petits moteurs électriques qui vont enlever de la précontrainte sur les ressorts à l'avant et à l'arrière. Et là, tout doucement, la hauteur de selle va s'abaisser. Voilà, au début j'étais sur la pointe des pieds et maintenant, voilà le résultat. Voilà pour les spécificités de cette R1200 GS 40e anniversaire. Maintenant, on va passer à l'essai dynamique. Alors, l'R1250 GS. On sait que c'est une machine qui est parfaitement adaptée pour faire un tour du monde, mais pour tous les jours. Eh ben, c'est plutôt très bien. C'est vrai que quand on regarde cette GS, comme la plupart des gros trails du marché d'ailleurs, c'est des machines qui sont hautes de selle, lourdes, très imposantes, large aussi. Et au final, dans le cas de cette BMW en tout cas, les apparences sont un peu trompeuses. Alors certes, il faut toujours faire attention quand on est un petit gabarit à chaque fois qu'on s'arrête au feu rouge. Il faut forcer un petit peu pour la débéquiller, pour la redresser. Mais dès qu'on dépasse les 2 km/h, c'est le rêve au fait, cette GS. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent ça. D'abord, il y a l'architecture du flat twin. Les 2 cylindres à plat permettent d'abaisser au maximum le centre de gravité. Et comme on est perché assez haut, on a l'impression d'avoir grosso modo le centre de gravité au niveau des chevilles. Et ensuite, il y a le twin. En tant que tel, son caractère moteur, il est d'une souplesse assez incroyable. Il accepte de reprendre dès 2000 tours sur n'importe quel rapport, même en 6e. Comme là par exemple, je suis à peine 50 km/h et même sur les 4 premiers rapports, il repart sur le régime du ralenti. Ça vibre un peu, mais voilà, ça cogne pas, on n'a pas l'impression de martyriser la mécanique. Et dès qu'on dépasse les 2500 tours, on a beaucoup d'élasticité, beaucoup de couple. Et comme la réponse à la poignée de gaz est assez transparente et progressive, ça dépend aussi du mode de conduite que vous sélectionnez. En ville, les modes éco et les modes road sont ce qu'il y a de plus adapté. Et voilà, donc du coup on a une machine qui est facile, un moteur qui est facile, les commandes sont douces, elles tombent naturellement sous les mains. C'est côté position de conduite, la GS, encore plus que les autres gros trails d'ailleurs, puisqu'il y a une modularité dans la position de conduite et une flopée d'options disponibles chez BMW qui font que, voilà, si c'était l'équivalent d'un siège, ce serait un Pullman. Côté transmission, la boîte, elle sait se faire oublier. Le cardan aussi. Bon, un cardan c'est toujours moins souple qu'une chaîne. Des fois ça claque un peu, il y a des petits, voilà, il y a des petits renvois d'engrenages qui font que, bon, c'est pas non plus totalement la panacée, mais à côté de ça, BMW travaille sur le sujet depuis tellement longtemps et la tranquillité d'esprit qu'apporte le cardan font que, voilà, il n'y a plus à graisser, il n'y a plus à attendre, il n'y a plus à rien faire du tout. Ce qui fait que, à choisir, le cardan, ça reste le mieux quand c'est bien fait, et là c'est le cas. Et bon, après, une GS, c'est pas forcément fait pour faire de la ville, il y a plus adapté pour ça. Et dès qu'on s'aventure un peu sur du roulant, voilà, tout ce qui est voie rapide, nationale, autoroute, c'est la machine ultime ou presque pour ce genre d'exercice. Alors vous pouvez prendre une RT ou une LT chez BMW,
vous offrira bien évidemment bien plus de protection encore, plus de capacité d'emport en bagage. Mais en termes de compromis pur, la GS est déjà assez exceptionnelle. Bon, vous avez déjà le flat twin qui vous protège les jambes. Et contrairement aux premières générations de flat, là finalement il y a très peu de remontée de chaleur de la part de ce twin. Donc même en été c'est pas forcément voilà, c'est pas désagréable. Et puis le combo réservoir large, tête de fourche qui est assez imposant. Il y a une bulle qui est ajustable manuellement certes, mais qui améliore les choses. Il y a aussi une grande bulle en option. Vous avez les protège-mains. C'est du caviar. C'est du caviar. Et le twin de manière globale, il est remarquablement sobre. Alors pas autant que ce qu'annonce la fiche technique. Il y a certaines machines qui sont capables de consommer moins que ce qu'elles annoncent. Là, chez BMW, c'est pas le cas. Officiellement, la conso est de 4,75. C'est difficile de passer sous les 5. Après, en moyenne, sur un peu plus d'une semaine, on est quand même relativement proche de cette consommation. J'ai une consommation moyenne pour le moment de 5,3 litres au 100, en roulant dans des conditions très variées. Donc voilà, sachant que le réservoir fait 20 litres de contenance, ça veut dire que en roulant calmement, on peut viser les presque 400 km d'autonomie. Si vous habitez en région parisienne, vous avez peut-être en tête l'image de plein de cadres plus ou moins dynamiques qui vont au boulot sur une R1250 GS. Est-ce que c'est adapté au commuting? Oui. Pour monter de fil un peu moins. Alors, il faut que je vous explique quand même. C'est-à-dire que bon, le guidon fait 1 mètre de large. Donc c'est pas ce qu'il y a d'idéal pour faire de l'interfile, même si accessoirement en ce moment c'est interdit. Mais à côté de ça, comme la machine est très haute, ce fameux guidon large il passe au-dessus de la plupart des rétroviseurs. Et donc voilà, finalement dans la pratique c'est un peu comme un gros roadster. Ce qui frappe le plus, c'est le côté un peu ultra polyvalent, presque sans défaut entre guillemets de cette machine. C'est vraiment un couteau suisse, enfin un couteau suisse allemand, mais voilà, elle est capable de tout faire, de tout bien faire. Alors elle excelle dans absolument aucun domaine, mais elle peut vraiment tout faire. Côté exotique, on va dire, elle peut aller vraiment n'importe où, mais il faut quand même penser à l'équiper avant de pneus à tétine. Là, pour le coup, notre modèle il est équipé de pneus routiers, et c'est le fusible qui fait que tant qu'elle est dans sa configuration d'origine, avec ces pneus là en tout cas, il faut se cantonner à rouler sur des chemins très roulants, pas trop défoncés non plus, et qui solliciteront pas trop ni le grip ni la motricité. Mais si vous avez des envies d'aventure, il y a un mode Enduro Pro et qui optimise l'anti-patinage et le freinage pour une utilisation donc extrême et avec des pneus à crampons. L'autre avantage des suspensions ESA, c'est quand on décide de tartiner un petit peu. Typiquement ces suspensions là, l'électronique les oriente avant tout vers plutôt du confort. Vous pouvez basculer soit les suspensions, soit la totalité de la machine en mode dynamique pro. Et là vous avez un tirage à la poignée qui est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus dynamique. Vous avez les suspensions avec une hydraulique qui devient beaucoup plus raffermie, et au fait on a presque l'impression de gagner 20 chevaux de plus. Et à partir de 5-6 000 tours, ça pousse très fort. Et la portion la plus impressionnante, ça reste de 6 à 9 000 tours au moment où intervient la zone rouge. L'anti-patinage, l'anti-wheeling et l'ABS qui sont depuis cette année couplés à une centrale inertielle, donc qui gère la prise d'angle de la machine, adoptent sur le mode dynamique pro des réglages un peu plus laxistes qui vous laissent jouer.
Si on devait la résumer en un mot, c'est juste, voilà, c'est un monstre de polyvalence, de facilité, c'est sain tout le temps. Les freins aussi sont au-delà de tout soupçon, ils répondent présent dans vraiment toutes les circonstances. Après une semaine, j'ai beaucoup de mal à lui trouver défaut à cette machine. Bon, on voit beaucoup de couples en GS et franchement, c'est pas une surprise parce qu'elle est vraiment très très agréable côté passager. La selle est moelleuse. C'est pas un fauteuil club, on va dire que c'est un petit fauteuil mais bien fait, avec des poignées bien placées, des suspensions effectivement qui sont adaptées à tous les terrains. Et ce qui est vraiment génial même avec cette GS, c'est que vous pouvez faire du tout-terrain en duo. Et ça, dans le monde de la moto, c'est très très rare. Vous pouvez aller sur des petites pistes cabossées, vous tiendrez le choc entre guillemets, vous ne serez pas là, arrêtez, je veux descendre. C'est comme ça déjà qu'on peut noter si une machine en duo et en tout-terrain tient la route. J'ai déjà mis un 20/20 cette année, c'était sur la RT. Là, je mets un 20/20, c'est pas le même confort que sur la RT. C'est un peu plus étroit, on a les pieds encore plus bas, entre guillemets, que sur la RT, qui elle est plus fauteuil club, surtout si vous avez le top case derrière. Côté passager, vous serez bien sur ces deux types de motos. Et c'est suffisamment rare sur le marché pour franchement mettre un 20/20. Alors, au final, que retirer de nos 15 jours passés au guidon de cette GS? Premièrement, que les modifications apportées à ce millésime 2021 n'ont fait que peaufiner ce qui était déjà un monstre de polyvalence et d'homogénéité. Le passage L-Nord numéro 5 du Flat Twin n'a strictement rien changé ni à son caractère ni à son rendement. L'adjonction d'une centrale inertielle appelée à l'ABS et à l'antipatinage sont un vrai plus en termes de sécurité passive. Enfin, dans la dotation d'origine d'une prise USB à côté du tableau de bord et d'une prise 12 volts juste en dessous de la selle sont des vrais plus au quotidien, que vous soyez globetrotter ou globetrottoir. Si vous vous demandez si la GS est toujours la référence de son segment, je vous répondrai oui. Pourquoi? Parce que le Twin est tout simplement parfait. Il est capable d'évoluer sur le régime du ralenti en 6e, entre 2 et 6 000 tours, il est bourré de couple, de 6 à 9 000 tours, il est doté d'un vrai petit brin de caractère, la puissance est suffisante, il sait se montrer sobre quand on est calme avec la poignée de gaz, et son architecture couplée au châssis de la GS fait que c'est une machine qui est quasiment impossible à prendre en défaut. Bon, on passera sous silence le cardan, qui est une vraie tranquillité d'esprit, mais voilà, c'est surtout le combo parallevers, télélever, qui fait que cette machine est capable d'encaisser tout ce qu'on jettera sous ses roues sans jamais broncher. Si on rajoute dans l'équation les suspensions ESA, on a une machine qui peut être à la fois ultra confortable en toutes circonstances, confort de selle aussi, protection, et si on veut, elle peut être presque aussi efficace qu'une sportive, une fois choisi les bons réglages. Alors certes, la GS ne domine plus la catégorie de la tête et des épaules comme avant. La concurrence a fait beaucoup de progrès. Certaines sont plus puissantes, ou plus technologiques, ou plus efficaces en tout terrain. Si on pense notamment à la KTM Super Adventure, les spécialistes des pneus à tétine vous diront qu'elle est plus efficace en tout terrain, un peu plus puissante, moins chère. Elle offre un meilleur contenu technologique, elle est notamment équipée d'un cruise control adaptatif, couplé à un radar. Quant à la Ducati Multistrada, qui est l'autre rival à laquelle on pourrait penser pour la GS, elle est à la fois plus puissante, plus efficace, en conduite sportive, le couteau entre les dents, mais en termes d'homogénéité pure, la GS est toujours une référence. Après, cette machine, elle est bourrée de petits défauts qui, même au bout de 15 jours, moi à son guidon, continuent un peu à m'hérisser le poil. Je pense notamment à l'interface du tableau de bord et de l'ordinateur. Pour moi, la référence reste toujours KTM. Autre détail irritant, le fait que quand on coupe le contact, si on est sur un des écrans de l'ordinateur de bord, il vous remettra systématiquement sur l'ensemble compte-tour, compteur de vitesse. Il faut retourner dans les menus pour afficher sa consommation, son autonomie, que ce soit sur le trip total ou le trip partiel. Et des options comme par exemple l'éclairage adaptatif est selon moi anecdotique. Personnellement, j'aurais préféré avoir des commodos rétro-éclairés de nuit avec tous les boutons qu'il y a là-dessus. Il y en a plus que sur le visage de mon fils qui est un adolescent. C'est quasiment impossible d'arriver à s'y retrouver en plein milieu de la nuit. Autre point plus surprenant, le quick shifter de cette BMW n'est pas vraiment au niveau de ce que peut offrir la concurrence. Il vous gratifiera de petits à-coups à bas régime. Dans certaines circonstances un peu particulières, il peut aussi refuser de passer le rapport. Bref, ces petits détails mis à part, la GS reste la référence incontestée de sa catégorie. 24 000 €. Sachant que si vous passez par le catalogue des options, vous pouvez largement faire exploser la note au-delà de ce seuil. Est-ce que c'est trop cher?
Apparemment pas pour la clientèle BMW. La GS est la machine la plus vendue en France depuis pas mal d'années. Et BMW en a écoulé plus de 1 200 000 dans le monde depuis son lancement en 1980. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et personnellement, je vous retrouve très bientôt dans un prochain essai. À bientôt.